Au Sénégal, on ne mange jamais simplement pour se nourrir. On mange pour se rassembler, pour honorer les ancêtres, pour célébrer, pour soigner. Derrière chaque bol partagé, il y a une mémoire, un chant, un secret transmis à voix basse dans une cuisine remplie d'odeurs, de gestes et de chaleur humaine. La cuisine sénégalaise est un miroir du pays, diverse, colorée, généreuse, influencée par les vents du monde mais toujours enracinée dans sa terre rouge, ses marchés vivants et ses traditions millénaires. Ce voyage culinaire à travers le temps est une plongée dans une culture où le goût devient langage, et la nourriture, patrimoine vivant. Bien avant les frontières dessinées par les colons, les peuples du territoire sénégalais vivaient déjà au rythme des saisons, des cueillettes et de l'agriculture. Les Sérères, les Peuls, les Toucouleurs, les Diola, les Mandingues, les Wolofs. Chacun apportait ses propres savoirs, ses produits, ses méthodes de cuisson. Mais tous partageaient un lien sacré avec la nature et une profonde connaissance des cycles agricoles. Les premiers repas étaient simples mais symboliques, du mil pilé, du riz rouge, des feuilles de baobab, du poisson séché, de la viande de brousse, du beurre de karité. On mangeait ce que la terre et l'eau offraient, selon des rites précis. Le mil, notamment, occupait une place centrale. Nourrissant, résistant à la sécheresse, il était transformé en bouillie, en couscous ou en pâte compacte appelée sankal. On y ajoutait du lait caillé, parfois du miel, ou encore de la poudre de baobab. Les femmes, porteuses de savoir, connaissaient les mélanges et les proportions, sans jamais consulter un livre, mais en se fiant à l'intuition, au regard, au goût. La cuisine n'était pas écrite, elle était chantée. Transmise de bouche à oreille, de mère en fille, comme un patrimoine vivant. À l'époque des grands royaumes, comme celui du Jolof, du Fouta ou du Sine Saloum, la cuisine sénégalaise s'enrichit de nouvelles influences. Les échanges entre royaumes, les alliances entre ethnies, les déplacements de populations font circuler les ingrédients et les techniques. Dans les cours royales, on prépare des plats plus raffinés. On y découvre le lakmboum, une bouillie salée préparée avec des légumes feuilles, le couscous de mil agrémenté de sauce de poisson, les premiers plats au beurre d'arachide. Les Diola, dans le sud, développent des méthodes de cuisson à la vapeur et à l'étouffer, dans des feuilles de bananier. Les Peuls, nomades et éleveurs, apportent une cuisine centrée sur le lait, le beurre et la viande séchée. Les Sérères, grands cultivateurs, développent des plats à base de céréales et d'herbes aromatiques. Chaque peuple apporte ses recettes, ses goûts, ses histoires. On commence à comprendre qu'au Sénégal, il n'existe pas une seule cuisine, mais des cuisines sénégalaises, aussi diverses que ces peuples. Au fil des siècles, les influences étrangères viennent enrichir la marmite sénégalaise. D'abord par les routes transsahariennes, des marchands arabes introduisent des épices, le sucre, la menthe, des techniques de conservation. Le couscous devient un aliment partagé. Les boissons comme le ateya, thé vert à la menthe, servi en 3 fois, prennent racine dans la culture. Puis vient l'époque coloniale. Avec elle, le riz blanc devient plus courant, remplaçant petit à petit le mil dans les villes. Les colons français introduisent la tomate, l'huile d'arachide raffinée, les cubes de bouillon, et surtout, la cuisine au beurre et à la crème, bien loin des habitudes locales. Mais les Sénégalais, loin de rejeter ou d'accepter passivement, adaptent. Ils transforment. Ils créent. La tomate devient un pilier du célèbre thieboudienne, riz au poisson, plat inventé selon la légende à Saint-Louis au XIXe siècle par une femme du nom de Panda Mbey. Ce plat, aujourd'hui considéré comme le plat national, est un parfait symbole du métissage réussi, riz blanc, poisson, légumes variés, tomates, huile d'arachide, herbes et épices locales. Une fusion, un équilibre, un manifeste. Le Sénégal devient indépendant. Une page se tourne. Une nouvelle fierté naît. Dans les écoles, dans les médias, dans les familles, on parle d'identité. Et cette identité passe aussi par la nourriture. Le goût devient politique. Il faut retrouver, valoriser, transmettre ce qui est à nous. C'est à cette époque que les grandes recettes traditionnelles sont codifiées, thieboudienne, mafé, yassa, soupe kanja, kaldou, tiarmboum. On les enseigne, on les écrit, on les filme. Des émissions culinaires naissent à la radio. Les femmes deviennent des figures centrales de cette transmission. Elles organisent des concours, des démonstrations, des fêtes culinaires.
Les plats prennent une autre dimension, ils deviennent patrimoine, langage d'émancipation, preuve que le Sénégal a toujours eu une richesse culturelle propre. Avec la modernisation des villes et l'urbanisation rapide, les modes de vie changent. Les femmes travaillent de plus en plus à l'extérieur, le temps de cuisson se raccourcit, les habitudes se modifient. Les produits industriels comme le riz brisé importé, l'huile raffinée, les cubes Maggi, les concentrés de tomates, deviennent des incontournables. Les recettes s'adaptent, parfois au détriment des goûts originels. La cuisine devient aussi un enjeu économique. De nombreuses femmes montent des cantines, vendent des plats dans la rue, près des écoles, des hôpitaux, dans les gares. Le thiébouillap, riz à la viande, le dégué, semoule de mil au yaourt sucré, les fatayas, chaussons frits, deviennent les stars du quotidien urbain. Mais cette transformation suscite aussi des débats. Certains dénoncent la perte des saveurs authentiques, d'autres y voient une preuve de l'adaptabilité et de la créativité du peuple sénégalais. Impossible de parler de cuisine sénégalaise sans évoquer les marchés. Qu'ils soient immenses comme Sandaga à Dakar ou modestes comme ceux des villages, ce sont des lieux de vie, d'échange, d'apprentissage. On y trouve tout, légumes frais, poissons fumés, fruits de saison, herbes aromatiques, épices colorées, viande, produits artisanaux. On y entend les cris des vendeuses, les conseils chuchotés, les rires partagés. Les marchés sont des lieux de transmission. Les enfants y accompagnent leur mère, y apprennent à choisir un bon poisson, à négocier le prix des oignons, à sentir si une mangue est mûre. C'est l'université populaire du goût. Dans les cours familiales, derrière les marmites noircies par la fumée, se tiennent les véritables architectes de la cuisine sénégalaise, les femmes. De la petite fille qui apprend à trier le riz à la doyenne qui connaît les secrets des sauces longues, la transmission se fait au rythme des braises et des voix. Elles connaissent les temps de cuisson sans montre, les dosages sans balance, les ingrédients par leur odeur. Elles savent quand ajouter le nététou, graines de néré fermentées, quand relever d'un filet de citron, quand remuer pour éviter que ça colle. Elles cuisinent avec une précision rituelle, mais toujours dans la souplesse du geste et l'intuition du goût. Mais ces femmes ne sont pas seulement cuisinières, elles sont gardiennes de la mémoire, médiatrices sociales, entrepreneurs. À travers les repas, elles règlent les tensions familiales, accueillent les hôtes, soignent les malades, éduquent les enfants. Une cuisine, chez elles, n'est jamais neutre. Elle raconte, elle apaise, elle affirme. Aujourd'hui encore, dans tous les coins du Sénégal, elle perpétue l'art culinaire avec dignité, fierté et passion, malgré les mutations du monde moderne. Au Sénégal, la cuisine prend une dimension sacrée lors des fêtes religieuses, des mariages, des baptêmes, ou encore des funérailles. Chaque événement est une occasion de rassemblement, de partage, de communion. Durant la Tabaski, à Ida al-Adha, le mouton devient l'élément central des préparations. Grillé, mijoté, braisé, en sauce ou en brochette, il est au cœur de festins préparés avec patience et amour. Pour la Korité, fin du Ramadan, les familles se retrouvent autour de plats copieux, thiéboudienne, mafé, yassa poulet, suivis de desserts locaux comme le sombi, bouilli de riz au lait, ou le nankata, petit biscuit sablé. Lors des baptêmes, on prépare souvent du lac au lait caillé, symbole de pureté, d'abondance et de bénédiction. Lors des funérailles, la cuisine apaise les cœurs, on prépare en grande quantité, pour tous ceux qui viennent soutenir la famille endeuillée. Ces plats sont souvent cuisinés collectivement, dans une atmosphère de solidarité. Les voisines, les cousines, les amis se réunissent tôt le matin pour couper, laver, piler, touiller ensemble. La cuisine devient alors un lieu de vie communautaire, un espace de parole, de rire, de consolation. La cuisine sénégalaise a depuis longtemps franchi les frontières. Dans les quartiers populaires de Paris, New York, Milan ou Casablanca, on trouve des restaurants, des cantines, des vendeurs ambulants qui proposent thiéboudienne, yassa, mafé ou pastel. Pour les Sénégalais de la diaspora, manger ces plats, c'est garder un lien avec la terre-mère. C'est se souvenir d'une grand-mère, d'une cour en terre battue, d'un feu à charbon, d'une sauce épaisse qui mijote pendant des heures. Mais cette cuisine qui voyage s'adapte. On remplace certains légumes introuvables par d'autres, on ajuste les épices, on simplifie parfois les recettes pour les rendre accessibles aux palais étrangers. Et dans ce métissage,
de nouvelles versions naissent, des thiebouillap végétariens, des mafés au tofu, des desserts inspirés du bissap et du ditak servis dans des restaurants fusion. Ainsi, la cuisine sénégalaise, même loin de ses racines, continue de croître, d'étonner, de séduire. Elle devient un pont entre les cultures, un ambassadeur des saveurs du pays de la Teranga. Aujourd'hui, une nouvelle génération de chefs, de blogueurs culinaires, de créateurs de contenus gastronomiques sénégalais est en train de redéfinir les contours de cette cuisine ancestrale. Dans les grandes villes comme Dakar, Thiès ou Saint-Louis, des restaurants modernes revisitent les classiques. On y sert du thieboudiane en version gastronomique, présenté avec raffinement, ou du mafé au poisson fumé et légumes bio. Des chefs comme Pierre Thiam, à l'international, ou Anta Ndiaye, localement, deviennent des visages emblématiques de cette renaissance culinaire. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle central. De nombreuses femmes partagent leurs recettes en ligne, des tutoriels vidéo montrent comment réussir une soupe kanja, des pages Instagram célèbrent la beauté des plats sénégalais. La cuisine devient visuelle, pédagogique, accessible. En parallèle, des projets naissent pour préserver les variétés locales de riz, de mil, de légumes. Des festivals culinaires voient le jour, des concours entre régions mettent en lumière les subtilités des recettes. Le goût devient patrimoine à défendre, mais aussi terrain de jeu pour innover. L'évolution de la cuisine sénégalaise est celle d'un peuple résilient, créatif, accueillant. De la case en banco aux restaurants étoilés, des marmites fumantes aux photos Instagram, des grains de mil aux plats du monde entier, elle continue de vibrer, de parler, de nourrir les corps et les âmes. Elle n'est ni figée dans le passé, ni noyée dans la modernité. Elle avance, avec ses épices, ses histoires, ses rituels. Et tant qu'il y aura une femme pour touiller une sauce, un homme pour fumer un poisson, un enfant pour goûter un bol de thiebou guinard en fermant les yeux, alors cette cuisine vivra, encore et toujours.